Monsieur le Président. Merci d'avoir accepté de nous accueillir dans ce lieu prestigieux et important de la République et de bien vouloir répondre à nos questions sur le Conseil constitutionnel que vous dirigez. Tout d'abord, à quoi sert le Conseil constitutionnel? Comment est-il composé? Comment fonctionne-t-il? Vous savez, les juridictions constitutionnelles sont nées en Europe à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand on s'est rendu compte qu'Hitler et Mussolini étaient arrivés au pouvoir par des voies légales. Et qu'on s'est rendu compte que Hitler et Mussolini avaient été à l'origine de lois qui portaient atteinte à la dignité de l'homme. Et on s'est dit, il faut qu'il y ait une juridiction qui puisse rappeler aux législateurs les droits et les libertés. Le Conseil constitutionnel est apparu seulement en 1959 en France, avec la Ve République, et notre rôle est de dire aux législateurs, il y a au-dessus des lois la Constitution, il faut la respecter, et cette Constitution, il y a un préambule qui renvoie à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui prévoit la liberté, qui recherche l'égalité et la fraternité, et qui énonce un certain nombre de principes. Eh bien, vous, législateurs, vous devez non seulement respecter la Constitution, mais vous devez également respecter les principes contenus dans la Constitution. Et c'est ça le rôle du Conseil constitutionnel. C'est de ne pas être le Parlement à la place du Parlement, mais que chaque loi votée par les parlementaires, sous leur responsabilité, nous puissions les examiner et dire « il n'y a pas de problème, vous ne portez atteinte à aucun droit, à aucune liberté ». Pour ce faire, 9 membres, nommés pour 9 ans, non renouvelables. 3 par le président de la République, 3 par le président de l'Assemblée nationale, 3 par le président du Sénat, renouvelable par tiers tous les 3 ans. Pour l'instant encore siègent les anciens présidents de la République, mais ils viennent très peu participer à nos délibérations. Donc c'est 9 membres qui examinent les lois soit sur saisine du président de la République, du Premier ministre, des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ou de 60 députés et 60 sénateurs, avant que la loi ne soit promulguée. Elle vient d'être votée, elle n'est pas encore effective. L'opposition ou une autorité politique dit « Écoutez, demandons au Conseil constitutionnel s'il n'y a pas d'atteinte aux droits et libertés qui sont constitutionnellement garantis en France. » Et puis, de manière plus récente, chaque justiciable, à l'occasion d'un procès civil, commercial, administratif, prud'homal, lorsqu'on lui oppose une loi, on dit « on va vous condamner en vertu de telle loi », il peut dire « attendez, avant, je vais demander au Conseil constitutionnel de bien vérifier si cette loi qu'on m'oppose est toujours conforme aux droits et libertés qui sont constitutionnellement garantis. » Nous sommes la Cour qui faisons respecter par le législateur les droits et libertés. Lorsque nous décidons qu'une loi porte atteinte, ou qu'un article de loi porte atteinte aux droits et libertés reconnus en France, nous annulons cet article. Il n'existe plus. C'est un pouvoir très fort. Et ce n'est pas un pouvoir théorique, car sur 255 décisions, nous avons annulé 102 lois ou dispositions de loi. C'est donc pas du tout théorique. On a des grandes
avancé comme ça, lorsque nous avons décidé qu'en France, lorsque quelqu'un était interpellé par la police, dès son interpellation, il avait le droit à un avocat. Lorsque nous avons décidé que les pensions des anciens combattants devaient être la même, je simplifie, alors qu'il y avait des distorsions, des différences, nous avons dit qu'en vertu du principe de l'égalité de celles et ceux qui ont servi la France, il devait y avoir égalité de retraite. On a annulé la loi. Lorsque nous avons annulé les tribunaux maritimes, qui avaient rendu, puisqu'ils dataient de Colbert, donc de la monarchie, qui avait fonctionné, nous avons été saisis et nous avons du jour au lendemain annulé les tribunaux maritimes au motif qu'il y a un principe hérité de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, que quand on veut juger quelqu'un, celui qui juge ne doit pas être dans un lien de dépendance avec l'administration ou avec le pouvoir. Or, dans les tribunaux maritimes, il y avait ce lien de dépendance. Quand nous avons décidé que pour hospitaliser quelqu'un sans son consentement, il fallait, qui était en quelque sorte une sorte de privation de liberté, il fallait intervention rapide du juge judiciaire. Donc nous veillons sans arrêt au respect des droits et des libertés. Comment sont garanties l'indépendance et l'impartialité des membres du Conseil constitutionnel? D'abord, par le fait qu'ils ne puissent plus être renommés. Donc vous ne pouvez pas faire carrière. Vous faites 9 ans, après, c'est fini. Deuxièmement, le rôle du président du Conseil constitutionnel est de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'influence qui s'exerce sur les membres du Conseil. La délibération est collective, c'est-à-dire que nous écrivons nos décisions tous ensemble, qu'avant de voter, puisqu'on vote à main levée, je fais voter à main levée, chacun, sur les grandes décisions naturellement, doit expliquer les raisons de son vote et expliquer juridiquement les raisons de son vote. Et que tout ça est consigné sur un procès-verbal. Voilà, si vous voulez. Donc ces 9 personnes, ils s'enferment quand nous entrons en délibéré, nous ne pouvons pas sortir de la pièce. Si nous sortons de la pièce, on ne peut pas y revenir. Je distribue les dossiers à chaque membre en fonction... Il n'y a pas un spécialiste de cette question qui aurait le droit à toutes les questions. Non, on change régulièrement, justement, pour assurer l'indépendance du membre, dont le nom, dans le sujet en question, n'apparaît jamais. On dit le rapporteur a été entendu, mais on ne dit pas monsieur ou madame un tel est le rapporteur. Qu'est-ce que le bloc de constitutionnalité? Comment le Conseil constitutionnel protège-t-il la Constitution, les libertés et les droits fondamentaux des citoyens? Si vous voulez, le bloc de constitutionnalité, ce sont les dispositions prévues dans la Constitution, ce sont en second lieu les principes issus de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et puis nous avons, au fil du temps et de notre histoire, conceptualisé un certain nombre de principes qui ont des valeurs constitutionnelles. Le principe de la laïcité, alors maintenant il est repris dans nos constitutions, mais il a été conceptualisé un petit peu par cette maison. Question tout à fait banale, le droit à une vie familiale normale. Pas un concept constitutionnel, mais nous avons dit que c'était un concept à valeur constitutionnelle. Donc, si vous voulez, nous essayons de faire en sorte que les principes issus de la Constitution
les principes issus de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, mais aussi ceux issus de la Déclaration des droits de la Constitution de 1946 sur les droits au travail, nous les reprenons et nous en faisons des principes à valeur constitutionnelle. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est une QPC? En quoi la QPC est-elle révolutionnaire, ou du moins très importante pour les simples citoyens ou des justiciables en France? La question prioritaire de constitutionnalité, c'est ça que ça veut dire, c'est très simple. C'est la possibilité donnée à chaque justiciable, à l'occasion d'un procès, d'une instance civile, pénale, commerciale, prud'homale, administrative, donner à ce justiciable, quand on lui oppose une loi, quand on lui dit on va vous exproprier de votre terrain en vertu de telle loi, quand on lui dit on va vous hospitaliser sans votre consentement, lorsque l'on lui dit vous allez être condamné parce que vous avez commis telle infraction, le justiciable peut dire « Attendez, je vais faire une question prioritaire de constitutionnalité pour savoir si dans la loi que vous m'opposez, qui est une loi ancienne, il n'y a pas des atteintes portées à ma liberté et à mes droits. » Et donc, c'est révolutionnaire, en ce sens que nous arrivons, par ce mécanisme-là, à remettre, à annuler des lois anciennes qui avaient déjà produit des effets, mais comme nous n'avions jamais été saisis, on n'avait pas jugé. Voilà une femme âgée dont les enfants décident de la mettre dans un hospice pour aliéner mentaux. Pourquoi? En réalité, ils veulent casser son testament et la faire apparaître comme folle. Elle est enfermée dans un asile de fous. Elle n'est pas folle. Avec beaucoup de courage, elle arrive à alerter un avocat et elle demande en vertu de quoi, en vertu de quelle disposition législative ses enfants ont pu la faire enfermer. C'est en vertu d'une loi de 1830. Elle dépose une question prioritaire de constitutionnalité en disant, messieurs du Conseil constitutionnel, cette loi de 1830, elle bafoue toutes les libertés, car en réalité, ce sont mes enfants, pour des raisons qui leur appartiennent, avec la complicité de deux médecins qui sont les cousins, qui m'ont fait hospitaliser. Et donc, je vous demande d'annuler cette loi et de dire désormais que lorsqu'une famille veut hospitaliser une personne sans son consentement parce qu'il serait fou, c'est le juge, et non pas la famille, c'est le juge judiciaire qui va désigner deux médecins pour examiner cette femme ou cet homme pour savoir s'il est fou. Voilà une loi qui, de 1830 à 2010, avait produit ses effets sans que personne ne conteste. Il y a de l'ordre de 3 000 à 4 000 personnes qui sont chaque année en France, pas toutes pour des raisons abusives naturellement, hospitalisées sans leur consentement. On est saisi et nous disons non, stop, on arrête. Cette loi, on l'annule. Mais pourquoi? On l'annule parce que priver de liberté quelqu'un ne peut être le fait que d'une instance indépendante. Et donc,
c'est très important parce que ça actualise tous nos droits, parce que ça permet de regarder nos lois à travers, de revisiter nos lois à travers le prisme de la liberté, de la recherche d'égalité et du souci de fraternité. Vous avez le droit de dire non aux lois votées par le Parlement élu par le peuple, alors que les membres du Conseil ne sont pas élus. Comment faut-il donc comprendre que la loi exprime la volonté générale? Il faut revenir aux sources. La loi, c'est une citation de Carré de Malberg, la loi, expression de la volonté générale. Nous ne nous substituons pas aux législateurs, mais nous disons simplement qu'au-dessus de la loi, il y a la Constitution. Il y a les principes issus de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui sont intégrés dans la Constitution de 1958. Au-dessus du législateur ordinaire, il y a le législateur constituant qui est le peuple. Et nous faisons respecter ce que le peuple a décidé, même si le législateur ordinaire est dans son rôle de faire la loi, il n'est plus dans son rôle lorsqu'il s'agit de ne pas respecter la Constitution ou de ne pas respecter les principes issus de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui sont dans la Constitution. Et donc, il y a une hiérarchie des normes et nous faisons respecter par le législateur ce que le peuple a décidé. Nous ne contrôlons pas les lois référendaires, s'il y avait une loi référendaire. Mais les lois votées par les députés et les sénateurs, elles ne peuvent pas s'affranchir des principes constitutionnels. C'est ça, une démocratie. Il y a dans une démocratie, naturellement, des changements politiques. Naturellement, il y a des gouvernements qui changent. Naturellement, la gauche remplace la droite remplace la gauche. Oui, parfait. Ça, c'est la démocratie. Mais la démocratie, c'est aussi un certain nombre de principes garants de la liberté qui s'opposent à ce qu'on fasse n'importe quoi. N'oublions jamais ce que je vous ai dit au début, c'est que Hitler et Mussolini avaient été à l'origine de lois qui portaient atteinte à la dignité de l'homme. Or, aujourd'hui, on se rend compte qu'une majorité peut imposer à une minorité ses vues. Et il ne faudrait pas qu'en vertu de ce principe, on porte atteinte aux droits et principes constitutionnellement garantis. D'après vous, quelles sont brièvement les particularités des pratiques constitutionnelles de la France? La France est un pays extrêmement particulier. C'est un pays où on aime changer les constitutions. Et donc, on a eu une multitude de modifications de constitution, de changements de constitution. On n'a pas la stabilité constitutionnelle des Anglais, des Américains et même des Italiens. Ça, c'est un travers français de changer les règles du jeu. Et donc, nous y veillons aussi maintenant un peu à ce qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Donc ça, c'est une caractéristique. Et puis, la deuxième particularité du système constitutionnel français, c'est qu'il est français. Les institutions, c'est pas, contrairement à ce que disent les professeurs de droit, des modèles qu'on doit imposer aux États. La France a son histoire, ses caractéristiques, ses défauts, ses qualités. L'Italie, la Chine, le Japon, l'Espagne. Bon, nos institutions, pourquoi les institutions de la Ve République fonctionnent? C'est que pour plusieurs raisons. D'abord parce que les constituants ont cherché à ce qu'elles soient adaptées à la France. Et deuxièmement, qu'elles sont suffisamment souples pour permettre à la personnalité de ceux qui ont la charge des responsabilités de gouverner. Alors, nous avons eu à la tête de la France des hommes
qui ont des personnalités aussi différentes que De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, il ne faut pas que j'en oublie, hein, Chirac, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande. Tous des personnalités différentes, mais qui ont su utiliser les institutions de la Ve République et leur souplesse pour gouverner. Quand les institutions ont été rédigées en 1958, on a dit en France qu'elles avaient été rédigées pour le général de Gaulle. Personnalité, l'homme du 18 juin. C'est les professeurs de droit qui ont dit ça. Ils se sont trompés. Et les institutions de la Ve République ont permis l'alternance politique, passer de droite à gauche, 2 alternances, de gauche à droite. Et elles ont permis aussi la cohabitation. Un président d'une tendance politique, un Premier ministre d'une autre tendance politique et un gouvernement d'une autre tendance politique. C'est cette capacité à s'adapter qui est la marque des institutions de la Ve République, avec cette règle qu'il y a au-dessus, d'où l'importance prise par le Conseil constitutionnel. Politique, vous pouvez jouer, vous pouvez aimer les alternances, les cohabitations, c'est le jeu normal de la vie politique. Mais nous vous disons, vous faites ce que vous voulez, dans le respect des lois, mais une fois élu, vous respecterez la Constitution, et si vous ne la respectez pas, eh bien, nous vous sanctionnerons, et nous sanctionnerons la loi. On a le même Conseil à sanctionner des lois voulues par l'ancien président de la République, comme nous sanctionnons des lois voulues par le nouveau président de la République. Le Conseil constitutionnel, il n'est pas là pour rendre des services. Il est là pour rendre la justice constitutionnelle. Les Debré sont connus en Chine, chacun dans leur domaine. Alors, pourriez-vous nous dire quelques mots, un message particulier à nos internautes du monde chinois? J'ai un souvenir. C'était en 1994. J'étais responsable de la campagne électorale de Jacques Chirac, etc. Et tout d'un coup, l'ambassadeur de Chine me fait savoir que les responsables du Parti communiste chinois seraient heureux que je vienne faire passer quelques jours en Chine. C'est en pleine campagne électorale présidentielle. Je ne connaissais pas les raisons. J'avais naturellement très envie d'aller en Chine, mais en pleine campagne présidentielle, c'est dur, partir au moins 8 jours en Chine. Je vais voir Chirac et je dis à Chirac, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, c'est difficile, hein, c'est difficile de dire non, mais c'est aussi difficile en pleine campagne électorale, à quelques mois des élections présidentielles, que tu partes. Finalement, vas-y. J'arrive et je suis reçu comme un grand personnage. Je vois le Premier ministre, même l'ambassadeur de France n'en revenait pas. Je ne savais pas pourquoi. Et puis, le deuxième jour, il y a une autorité chinoise qui me dit « Est-ce que vous savez pourquoi on vous a voulu, vous ?» Non, parce que je suis un proche de Chirac. Non, pas du tout. Pas du tout. On vous a voulu parce que vous êtes gaulliste, votre père était très proche du général de Gaulle, et on n'oubliera jamais que c'est de Gaulle qui, le premier, a reconnu la Chine. Et nous voulions, à notre manière, fêter cet événement. Je suis rentré à Paris et je dis à Chirac, qu'est-ce qu'on est mauvais. Qu'est-ce qu'on est mauvais. Eux, les Chinois, s'en souviennent. Et nous, on a été incapables de retrouver cela. Et pourtant, cette reconnaissance de la Chine par le général de Gaulle est un élément majeur de la politique internationale.
était la preuve de l'indépendance de la France, du courage de la France et de la vision de De Gaulle, qui était une vision exacte de la place que les Chinois allaient prendre dans l'avenir. Alors naturellement, il s'est heurté aux Américains. Naturellement, la puissance des États-Unis leur a dit « Mais vous êtes fous !» parce qu'eux n'étaient pas dans cette reconnaissance. C'était important pour la Chine, mais c'était aussi important pour la France, parce que c'était l'affirmation de l'indépendance de la France. Monsieur le Président, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie.